Bonjour à tous, on va attaquer le cours de la séquence 7. Donc avant de regarder ce cours, vous devriez avoir téléchargé normalement le poly de la séquence 7 intitulé Modéliser et résoudre pour vérifier les performances statiques des mécanismes. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il est sur cahier de prépa, donc allez le faire avant de regarder la vidéo. Pour info, le cours d'aujourd'hui va en gros traiter du grand 1. Avec une petite parenthèse sur le 1.4, on verra le résultat, la démonstration à proprement parler, on en reparlera plus tard. Mais on va dire que le cours d'aujourd'hui traite à peu près le grand 1. Ok. Donc c'est parti. C'est un long cours, comme vous pouvez le voir, mon sommaire tient pas sur un slide, qui va donc nous occuper quelques bonnes semaines, mois même je pense on peut dire. Et on va donc parler d'actions mécaniques, donc vous en connaissez certaines, on va en voir des nouvelles. On va parler après de statique au sens large, d'équilibre d'un système dans un référentiel galiléen. Donc voilà, plein de notions à voir. Et le but d'aujourd'hui, c'est de voir les deux premiers points du cours, qui vont nous permettre de mettre notamment en place tout un ensemble d'outils et de définitions dont on aura besoin par la suite. Donc, on va commencer par parler d'action mécanique, alors sur un solide, mais même d'action mécanique de façon un peu plus générique. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une action mécanique ? Donc on en a déjà parlé avec certains en TP, notamment quand on parlait du capteur d'effort. Une action mécanique, c'est un phénomène physique qui va être susceptible soit donc de provoquer ou de modifier le mouvement, soit de déformer. Alors typiquement, si vous prenez par exemple un oreiller et que vous appuyez avec la main dessus, vous appliquez une action mécanique, on va dire une force pour l'instant, et si votre oreiller il est posé sur votre lit, il ne va pas spécialement se déplacer, mais par contre vous allez l'enfoncer, il va se déformer. Donc ce qu'on voit, c'est que soit ça va modifier le mouvement d'un système, ça c'est plutôt on va dire la physique du point que vous faites en physique et la physique du solide indéformable, la mécanique pardon, du solide indéformable qu'on va faire en SI. Mais si on suppose que nos solides ne sont pas indéformables, on va aussi pouvoir avoir un effet de type déformation. Donc là, dans un premier temps, l'objectif, ça va être de mettre en place un modèle d'action mécanique. On va voir comment est-ce qu'on peut modéliser ça assez proprement. Alors déjà, pour ce faire, on va commencer par classer les actions mécaniques en deux grandes familles. Les actions mécaniques dites à distance et les actions mécaniques dites de contact. Alors, on va commencer par parler des actions mécaniques de distance. Alors, il en existe de plein de types différents, mais il y en a en pratique deux qu'on recroise assez souvent. Alors, celle qu'on recroise le plus souvent, c'est celle qui est illustrée par l'image de droite, ici, avec notre cher Newton. C'est donc l'action mécanique liée à la gravité. Voilà, le fait que, typiquement, un avion, il est attiré au sol par grâce à la pesanteur. Et donc cette action mécanique, elle se fait bien à distance, puisqu'il n'y a pas de contact entre l'avion et le sol. De même, c'est la pomme, là, quand elle tombe, elle n'est pas en contact avec la Terre, et pourtant elle est bien attirée par la Terre. Donc c'est une action mécanique à distance. Ok, les autres actions mécaniques, donc, qui sont plutôt représentées par l'image qui est à gauche, les autres actions mécaniques à distance, on va dire c'est à peu près tout ce qui va être effet électromagnétique. Alors je ne vais pas rentrer pour l'instant trop dans les détails, mais notamment tout ce qui est interaction électrostatique et magnétostatique, en sachant que, en tout cas pour les PCSI je suis sûr, l'électrostatique vous l'avez déjà vu en cours de physique en méca. Pour les MPSI je crois que c'est un peu plus tard dans l'année. On verra potentiellement quelques exercices avec ces actions mécaniques, donc là encore qui sont à distance. On voit bien au passage qu'ici il n'y a pas de contact entre cette pièce et ces deux aimants. Ok. Et après on a ce qu'on appelle les actions de contact. Donc là, si vous avez suivi le concept, pour qu'il y ait une action mécanique entre une action mécanique de contact, il faut qu'il y ait du contact entre deux objets, et l'action mécanique va transiter grâce à ce contact. Donc là, en général, on va les classer en 2 voire 3 catégories. Alors l'image qui est à gauche, elle illustre typiquement l'action mécanique lorsque vous posez votre stylo sur la table. Donc là, vous avez en fait un contact qui pourrait être modélisable par un contact ponctuel, et du coup, l'action mécanique, on va supposer qu'elle transite, on va dire, juste par un point. On parlera d'action mécanique de contact ponctuelle.
À l'inverse, hein, donc là typiquement, on a un contact, d'ailleurs vous voyez que mon point est beaucoup trop gros, hein, on a un contact juste au niveau du bout de la flèche. À l'inverse, on peut avoir des contacts, des actions mécaniques de contact dites surfaciques. Par exemple, si on s'intéresse à l'action mécanique exercée par l'air chaud sur la montgolfière à droite, ce qu'on va avoir, c'est en chaque point de la montgolfière, on va avoir une petite force associée à de la pression qui va venir donc pousser vers l'extérieur les différents points du ballon. Donc là, on a une action mécanique de contact, hein, puisqu'effectivement, on a besoin du contact entre l'air et le ballon, mais cette action mécanique, elle est bien répartie, on va dire, sur toute une surface. Et entre les deux, on pourrait aussi parler d'action mécanique de contact linéique, qui s'appliquerait que sur une ligne. Là, je n'ai pas illustré, mais vous pouvez essayer de trouver des exemples, par exemple si vous avez une règle. Petite remarque en passant, ces notions de contact ponctuel, surfacique, linéique, etc., c'est des notions dont on a déjà parlé en séquence 4, quand on a mis en place le modèle de liaison. Le modèle des liaisons. Et si vous regardez un peu plus loin dans le cours, on parle des actions mécaniques des liaisons, dans les liaisons. Est-ce un hasard? Pas complètement, mais ça ce sera pour le cours de la prochaine fois. Petit teaser. Ok, alors on va commencer par parler, pour introduire les concepts, d'une action mécanique que vous connaissez relativement bien, en tout cas que vous utilisez assez couramment, notamment en physique, c'est la force. Alors, donc une force, en général, vous la représentez, slide d'après, vous la représentez par un vecteur. C'est une grandeur que vous donnez en Newton, hein, de symbole grand N. Ok. Donc vu que vous allez le représenter par un vecteur c'est défini par sa direction, son sens et sa norme, là que j'ai appelée son intensité, mais ça représente sa norme. Alors on va réfléchir déjà à l'influence de la direction du sens et de la norme de ce vecteur. On va commencer par la direction. Donc, on va travailler sur une porte, voilà, qui est entrouverte et qui est en liaison pivot avec le mur à ce niveau-là, juste pour fixer un peu les idées. Donc là, dans un premier temps, j'applique deux forces donc, sur ma porte, soit une force dans une direction qui est orthoradiale à mon axe de rotation, soit une force qui va passer, dont la droite support va passer par mon axe de rotation. Alors vous pouvez faire l'exercice à la maison, hein, en poussant avec votre main. Je pense que vous voyez en gros ce qui va se passer. Là, si dans le cas qui est à gauche, ma porte elle va avoir tendance à se fermer, et dans le cas qui est à droite, ma porte elle va pas spécialement bouger. Vous allez juste en fait forcer, on va dire, sur la liaison pivot à ce niveau-là. Donc si vous poussez trop fort, hein, vous pouvez même casser la liaison pivot, mais là il faut vraiment y aller un petit peu fort. Enfin, surtout, hein, ne cassez pas votre porte chez vous, ça peut servir. Ok, donc on voit qu'en fonction de la direction, l'effet de la force va être assez différent. Alors, il en est de même pour le sens. Donc là, je m'intéresse à deux forces qui sont à chaque fois donc orthoradiales. Mais là encore, hein, si vous faites l'expérience à la maison, dans le cas de gauche, ça va fermer la porte, alors que dans le cas de droite, ça va ouvrir la porte plutôt. Ok. Et enfin, donc en fonction de l'intensité, qu'est-ce que ça va changer? Dans le cas qui est à gauche, je pousse délicatement la porte, donc je vais fermer la porte. Et dans le cas de droite, je vais pousser beaucoup plus fort la porte avec une plus grande intensité, avec une plus grande norme pour mon vecteur force. Et du coup, je vais typiquement claquer ma porte. Donc clairement, ce qu'on voit, c'est que en fonction de la direction, du sens et de l'intensité, l'effet de la force sera différent. Alors, ça c'est le premier point. Ensuite, si on reprend un petit peu ce que j'ai écrit là dans mon cadre force. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que la force, elle va caractériser la tendance à mettre localement en translation un solide. Alors là, il y a deux notions qui sont importantes. C'est tendance à, ok, on va en reparler, et mettre localement en translation. Alors, on va commencer par tendance à. Le truc, c'est que dans le cas de cette porte entrouverte, notamment si on reprend par exemple l'image du milieu, effectivement, si j'applique une force, je vais mettre en mouvement ma porte, pas de souci. Mais assez souvent, et notamment ce sera le cas quasiment dans tout ce chapitre, on va s'intéresser à des configurations de système où en fait il n'y a pas de mouvement possible.
Donc, on ne va pas vraiment mettre en mouvement la porte. Mais on peut se poser la question de si la porte, en gros, si on pouvait mettre en mouvement la porte, ce serait dans quelle direction, dans quel sens, etc. Je m'explique. Si je reprends l'exemple qui est à gauche. Donc là, avec un effort orthoradial, ça va fermer la porte, pas de souci. Mais si je m'intéresse là à la configuration qui est à droite, ben, ma porte, elle ne va pas bouger sous l'effet de cette action mécanique. Pourquoi? Parce qu'elle est en liaison pivot au niveau de ces gonds là, à ce niveau-là. Mais si elle bougeait, si on poussait suffisamment fort dans l'idée pour que ça bouge, elle bougerait comment? Eh bien, elle bougerait comme ceci. Donc l'idée, voilà, l'idée ça va être la suivante, c'est sous l'effet de la force, on va avoir potentiellement une mise en mouvement, en tout cas, notre système va avoir tendance à vouloir se mettre en mouvement, même s'il ne peut pas. Et on va se poser la question là de quelle est la nature de ce mouvement. Voilà, donc c'est pour ça que dans le cours, assez régulièrement, je parlerai de tendance à. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de mouvement, on peut se poser la question comment serait l'hypothétique mouvement. Ok, après on parle de localement en translation. Alors, là c'est pas hyper bien défini, on en reparlera un tout petit peu plus tard. L'idée c'est que si je m'intéresse au point d'application de l'effort, donc là à chaque fois je vais colorier le point d'application de l'effort. De la force, pardon. Ok, dans chacun de ces cas, on peut se poser la question si cet effort met en mouvement notre porte, quel va être le mouvement local de ce point? Ben là, si notre porte se ferme, le mouvement local de ce point, il va se déplacer dans le même sens et dans la même direction que l'effort. De même pour la porte là qui est à droite, si jamais je pousse suffisamment fort en gros pour dégonder ma porte, a priori, mon point il va se déplacer dans la même direction et dans le même sens que mon effort. Et on peut jouer à ça du coup pour chacune des forces. Donc là ce qu'on voit c'est que localement, alors ce que j'appelle localement on va dire pour l'instant c'est au niveau du point d'application de la force, ça va donner envie à ce point de se translater, et même de se translater dans la même direction et dans le même sens que l'effort. Alors pour l'instant tout ça, c'est pas défini extrêmement rigoureusement, mais on va petit à petit mettre un formalisme un peu plus mathématique derrière tout ça. Alors une autre notion que vous avez dû voir en physique, qu'on va préciser un petit peu, c'est la notion de point d'application de l'effort, de la force. L'idée c'est que là si je reprends toujours ma porte, j'ai le même vecteur au sens mathématique du terme qui est défini par direction sens norme. Là mes deux flèches bleues sont identiques. Mais j'applique pas ma force au même endroit. Dans la figure qui est à gauche, je l'applique, on va dire, au niveau de la poignée, elle est quasiment à l'extrémité de la porte. Et dans l'exemple qui est à droite, je l'applique au niveau du point A, donc au niveau de l'axe de la liaison pivot entre la porte et le mur. Et là encore, vous pouvez faire l'expérience à la maison, attention notamment dans la configuration de droite à ne pas vous coincer les doigts, mais vous allez vite vous rendre compte que dans la configuration de gauche, encore une fois, notre porte va avoir tendance à se fermer. Par contre, dans la configuration de droite, rien ne se passe. En tout cas, pas de mise en rotation de la porte. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous montre que, en fonction du point d'application de la force, les effets peuvent être assez différents. Et là, on a envie de caractériser autre chose que la translation locale. On a envie de, potentiellement locale, on aimerait bien caractériser est-ce que cette force, est-ce que cette action mécanique donne à notre porte l'envie de tourner autour de l'axe de la pivot que je représente à chaque fois ici en rouge. Et donc il semblerait que dans le cas de gauche, ça donne envie à notre porte, ça donne l'envie à notre porte de tourner autour de cet axe-là. Par contre, dans le cas qui est à droite, ça donne pas spécialement à notre porte l'envie de tourner autour de cet axe-là. Alors pour caractériser cette envie de mettre en rotation, on va définir une autre notion qui est la notion de moment. Alors même pour l'instant, on va dire de moment, je précise, d'une force. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le moment au point A de la force grand F, appliqué au point M, s'exprime par le moment en A, c'est AM vectoriel F. Ok. Et donc, il caractérise la tendance d'une action mécanique à mettre en rotation un solide, et je précise,
autour de A. Alors, on va déjà commencer par parler unité. Donc on a vu qu'une force était exprimée en newton. Là, si on fait une petite analyse d'homogénéité, donc ma force, elle est en newton. Mon vecteur AM, c'est une distance, donc c'est typiquement en mètres, si je raisonne dans les unités du système international. Donc mon moment, il va être en newton fois mètre. On dit souvent juste newton-mètre. Ok, déjà ça c'est pour justifier l'unité d'un moment à connaître, d'un moment de force, d'un moment d'action mécanique même de façon générique. Ok, ensuite, donc on voit que ce moment, c'est là encore un vecteur. Alors on va réfléchir pour ce vecteur à ce que représente la direction, le sens et la norme. On va commencer par la direction. La direction de ce vecteur moment, ça va représenter l'axe, genre l'axe au sens la droite de l'espace, l'axe autour duquel cette action mécanique me donne envie de tourner. Donc si je m'intéresse au niveau du point A, la force que j'applique en M, elle va me donner envie de tourner autour de l'axe défini par la direction du vecteur moment en A. Alors après, le sens de ce vecteur, ça va me dire si en gros je tourne dans le sens, on va dire, positif ou négatif. Donc là, il faut définir un repère, mais c'est dans quel sens ça va me faire tourner. Et enfin, pour finir, la norme de ce vecteur, ça va me donner en fait l'intensité, on va dire, de cette action mécanique. Est-ce que ça me donne un peu envie de tourner ou beaucoup envie de tourner? Donc plus la norme du moment sera importante, plus cette action mécanique en rotation sera importante. Ok, alors on va peut-être se faire un petit exemple sur la porte. Donc là, on a bien senti un petit peu avec les mains que dans le cadre qui est à gauche, cet effort appliqué au point M, il me donne envie de tourner autour de A et même autour de l'axe A, si j'appelle cette... On va dire autour de l'axe AZ. Hop, j'écris un peu gras. Autour de l'axe AZ. Alors on va essayer de le démontrer. Alors j'ai juste posé un repère pour fixer les idées. On va dire qu'ici on a du X et que cette direction-là c'est Y. Ok. Donc, là, on a, d'après le cours, le fait que le moment A de notre effort qui s'applique au point M, alors pour l'instant, je le note comme ceci, on verra une notation un tout petit peu plus propre dans quelques slides. Mais là, je calcule donc le moment A de l'effort F. Donc par définition, c'est A le point où je cherche le moment, M le point d'application de l'effort, vectoriel mon effort. Donc si on applique ça, AM, ça va être la longueur AM portée par X, produit vectoriel F porté par Y. Et donc là, on trouve donc la longueur AM fois F et X vectoriel Y, ça va me faire Z. Ok, donc là, on voit bien que cet effort va me générer effectivement un moment au point A. Donc ça va me donner envie de tourner au niveau du point A. Et que ce moment va être porté par Z. Donc on va bien vouloir tourner autour de l'axe comme ceci. Alors, petite remarque en passant. Là, on peut même un petit peu essayer de réfléchir à l'évolution de ce moment en termes de normes. Si, par exemple, j'augmente mon effort F, si j'augmente la norme de mon effort F, donc si je pousse plus fort ma porte, on voit que le moment va être plus important. Donc si je pousse plus fort ma porte, ça va encore plus lui donner envie de tourner autour de l'axe AZ. Première remarque. Encore une fois, ça, vous pouvez le tester sur votre porte. Plus vous poussez fort, plus elle voudra se fermer rapidement. Le deuxième point rigolo, c'est qu'on voit aussi que c'est proportionnel à la distance AM. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le point il était 2 fois plus proche, ça me donnerait en fait 2 fois moins envie de tourner autour de l'axe AZ. Et au passage, on peut même généraliser au cas de la figure d'à côté. Si le point M il est confondu avec le point A, donc si en fait mon effort il s'applique directement au niveau du point A, ici ce que j'aurai c'est AM qui vaudra à ce moment-là 0, et on voit bien qu'effectivement ça ne me donne pas du tout envie de tourner autour du point A. Voilà, donc cette notion de moment de force, c'est une notion qui va être extrêmement importante. Alors, autre petit exemple, pour fixer les idées, un exemple assez classique, un peu mécano.
C'est l'exemple d'une clé plate. Voilà, alors là le but du jeu, hein, vous venez d'acheter votre nouvelle étagère Ikea et vous devez visser à l'intérieur une vis. Hein. Et donc vous utilisez une petite clé. Et en pratique, alors comment est-ce qu'on fait pour générer donc ce moment en A, ce qui va me donner à la vis l'envie de tourner, comme c'est représenté là par la flèche rouge. Ben, l'idée, alors je vais essayer de dessiner ça à peu près, on va dire, c'est que vous... Hop là, je réépaissis mon trait. Hop. C'est que vous posez votre main sur la clé plate, hein, ceci est une main, et vous allez appliquer un effort sur la clé. Vous allez appliquer, on va dire, une force. Donc cette force, hein, c'est ce que j'ai appelé ici Fm sur C. Alors déjà, on va commencer à parler de cette notation. Souvent, on va noter les efforts dans la mesure du possible comme ceci. Donc là, on voit que c'est l'effort de M pour la main, petite flèche, sur C pour la clé. Voilà, mais on voit que c'est l'effort de quelque chose sur quelque chose, avec une flèche entre les deux. Donc ça, c'est une notation un peu plus propre. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est que vaut le moment en A de cet effort. Alors si vous avez compris ce qu'on a fait précédemment, hein, c'est pas beaucoup plus dur. Alors déjà, je vais le représenter dans le plan, ce sera un peu plus facile. Donc par définition, on va avoir le fait que le moment en A, donc de mon effort Fm sur C, c'est égal donc à mon vecteur qui part du point où je cherche à calculer le moment, qui va au point d'application de l'effort, donc AB, vectoriel, ma force, F de M sur C. Ok. Ça c'est vrai, ça c'est la définition. Alors après, hein, on peut calculer ce produit vectoriel. Là, il faut faire un petit peu plus attention. Il y a un angle qui est pas égal à 0 à pi sur 2, donc il faut réfléchir un peu avec ses sinus, petite figure de changement de base. Vous maîtrisez tout ça très bien normalement. Après, on peut essayer d'être un peu plus malin. Alors, être un peu plus malin, c'est... Donc là, j'ai juste réécrit la définition que j'ai précisée. Alors, petite remarque de notation, je viens de le voir. Ce que j'appelle la FB, c'est la même chose. Juste, j'ai deux notations qui coexistent, c'est pas joli. Que F de M sur C. Voilà, c'est la même chose. Donc, le moment A de cette force, c'est AB vectoriel FB, par définition. Mais on peut aussi montrer que c'est AH vectoriel FB. Alors, pourquoi c'est AH vectoriel FB? Alors, pour essayer de le démontrer, hein, ça se fait en deux lignes. On va faire une relation de Shell sur le vecteur AB. Donc, on va dire que le moment A, ça va être en fait AH plus HB vectoriel FB. Donc maintenant, je vais pouvoir développer mon produit vectoriel et ça va me faire du AH vectoriel FB plus HB vectoriel FB. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de HB, vectoriel FB? Alors, FB, c'est le vecteur qui est dessiné en bleu, et HB, c'est le vecteur que je vais dessiner à côté en vert. Excusez-moi, je l'ai fait dans le mauvais sens. Et HB, c'est le vecteur donc, que j'ai dessiné en vert à côté. Ben, ces deux vecteurs, ils sont collinéaires. Donc, puisqu'ils sont collinéaires, leur produit vectoriel est nul. Encore une fois, là, on aurait typiquement sinus pi qui apparaîtrait dans l'expression de la norme. Sinus pi, ça fait bien 0. Ok, donc tout ça pour dire que cette partie-là, c'est égal au vecteur nul. Et du coup, on retrouve bien la deuxième partie de l'égalité à ce niveau-là. Alors, maintenant, on va réfléchir un petit peu plus géométriquement à ce que représente le point H. On peut tracer, souvent on va raisonner un petit peu comme ça, on peut tracer ce qu'on appelle la droite support de l'effort. Alors c'est quoi la droite support de l'effort? C'est la droite qui passe par le point d'application de l'effort, de la force, pardon, et qui a pour vecteur directeur notre vecteur force. Eh bien, le point H, c'est le projeté orthogonal, si vous voulez. Il y a plusieurs façons de le voir, je vous en donne plusieurs définitions, et vous choisissez celle que vous préférez. Le point H, on peut le voir comme le projeté orthogonal du point où on cherche à calculer le moment. Donc je projette orthogonalement sur cette droite le point
dont je cherche à calculer le moment, et ça me donne le point H. Première façon de le voir. Une deuxième façon de le voir, le point H, c'est le point de cette droite là que j'appelle delta, j'ai dit, qui va être le plus proche du point où je cherche à calculer le moment. C'est une autre façon de le voir. Et au final, la distance AH, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu mécanicien, le bras de levier. Et ce qu'on voit, c'est que plus le bras de levier est grand, plus le moment d'une force va être grand au point considéré. Voilà, et donc assez souvent, ce qu'on va faire quand on a des exercices assez simples, donc typiquement des problèmes dans le plan, dont on en reparlera un petit peu plus tard, pour calculer les moments, on fera des calculs, on va dire, bras de levier multiplié par les forces, et c'est pour avoir la norme, et après on réfléchira avec la main droite pour connaître la direction et le sens. Ça nous évitera de calculer des produits vectoriels quand on peut aller un peu plus vite. Donc c'est une notion assez importante, la notion de bras de levier, que notamment les SCSI ont dû déjà pas mal utiliser au lycée. Ok, on continue. Alors maintenant, on peut se poser la question, là je définis un point C au milieu de ma clé, et est-ce que je peux calculer le moment en C ? Alors oui, pas de souci, je peux calculer le moment en C, et par définition, mon moment en C, c'est simplement CB vectoriel FB. J'ai toujours, je vous rappelle, FB c'est mon effort, donc FB c'est la même chose que F de M sur C. Ok, donc ça c'est par définition. Alors le truc c'est qu'on connaît déjà le moment A, donc on peut être tenté d'essayer de le faire apparaître. Et pour ce faire, là encore, utiliser la relation de Shell en décomposant CB comme étant CA plus AB. Donc on va se retrouver avec du CA plus AB vectoriel FB. Et là maintenant, si je développe mon calcul, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir du CA vectoriel FB, ok, plus AB vectoriel FB. Tiens, mais AB vectoriel FB, je l'ai déjà calculé précédemment. Je sais que c'est mon moment en A. Donc, ce que je suis en train d'écrire, c'est que le moment en C de ma force, c'est égal au moment en A plus CA vectoriel FB. Tiens. Alors, pour l'instant, j'avais pas encore trop rebondi là-dessus, mais petite remarque, le moment d'une force, on appelle ça un moment. Et on a déjà parlé de moment précédemment, en cinématique. Autre petite remarque, là on voit que le moment en C, c'est égal au moment en A plus CA vectoriel 1 vecteur. Ça ressemble quand même beaucoup à une formule qu'on a vue aussi en cinématique, la fameuse formule de Varignon. Donc je pense que vous me voyez arriver avec mes gros sabots. En fait, on va pouvoir modéliser une action mécanique, alors une force pour commencer, puis une action mécanique de façon un peu plus générique, grâce à un outil super intéressant qu'on appelle le roulement de tambour, le torseur. Alors, si vous vous souvenez de la façon dont on avait défini un torseur, le torseur cinématique, on avait eu besoin de deux vecteurs, le vecteur taux de rotation et le vecteur vitesse en un point, toujours dans le mouvement d'un solide par rapport à un autre. Un qui était la résultante du torseur et un qui était le moment du torseur. Donc là, on va faire un peu la même chose. On va commencer par le vecteur effort, qui est aussi donc ce qu'on appelle le vecteur résultant. Donc effort, ici, ou résultant, c'est la même chose. Donc ce vecteur effort, il va être égal à quoi ? Il va être simplement égal à notre vecteur force. Alors petite remarque sémantique, après assez régulièrement, et comme beaucoup de personnes, j'utiliserai parfois force, parfois effort à l'oral, l'un à la place de l'autre. Mais pourquoi est-ce que je parle de force et d'effort ou de résultante ? C'est pas tout à fait pareil. Une force, c'est un modèle d'action mécanique qui est défini par un vecteur et un point d'application. C'est-à-dire que quand vous définissez une force, il faut donner sa direction, son sens, sa norme, et en quel point vous l'appliquez. Là, quand je vais parler de vecteur effort ou de vecteur résultant, le vecteur en question, il va être égal au vecteur force, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est un vecteur qui est indépendant du point. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment mon vecteur force, entre guillemets. Puisque là, je ne me pose pas vraiment une question de en quel point s'applique cette force, quand je définis mon vecteur résultant. Donc ça, c'est pour le vecteur résultant. Pour le vecteur moment, ça va être le moment en un point considéré donc typiquement au point A, de mon vecteur résultant.
Donc bien sûr, hein, ce moment, lui, il va dépendre du point. Excusez-moi, je vous ai dit une petite bêtise. Ça va correspondre au moment A, là, de mon vecteur force. Et je vais calculer ce moment A grâce, en fait, à la formule de Varignon, et donc avec mon vecteur résultant, qui, a priori, j'ai pas spécialement besoin dans cette formule. Hein. Si vous réfléchissez, dans cette formule, j'ai besoin de connaître le moment en A, pour calculer le moment en B, mais j'ai pas spécialement besoin de savoir en quel point s'applique mon effort. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que dans mon formalisme torsoriel, mon vecteur résultant, il doit rester indépendant du point. Les informations concernant les points sont en fait données simplement par les moments. Et du coup, on va enfin pouvoir écrire ce qu'on appelle le torseur des actions mécaniques. Pour une action mécanique donnée, hein, on précisera un tout petit peu le nom par la suite. Alors, qu'on note en général, je vais être un tout petit peu avec du coup, donc toujours entre accolades parce que c'est un torseur. Et en général, donc, on va le noter avec un joli T calligraphié. Et dans la mesure du possible, alors je crois que c'est précisé le slide d'après, on précisera c'est l'action mécanique de quoi sur quoi. Bon. J'en reparlerai du coup dans le slide d'après. Encore une fois, vu que c'est un torseur, on peut l'écrire avec un formalisme ligne ou colonne. Si on l'écrit avec un formalisme ligne, donc en haut on a la résultante, en bas on a le moment. Dans la définition du moment, quelle que soit la façon dont on l'écrit, c'est toujours important de préciser en quel point. Et je vous rappelle qu'il faut absolument, dès que vous l'écrivez sous forme vectorielle, rappeler en quel point vous écrivez le torseur. Si vous n'écrivez pas le point A en bas à droite, c'est faux. Comme on dit, pas de point, pas de point. Après, on peut aussi l'écrire en colonne. Donc, auquel cas, on mettra le vecteur résultant à gauche, le vecteur moment à droite. Et là, on a donc les composantes, donc projetées suivant x, y, z pour la résultante, x, y, z sur le moment. Mais là, du coup, il faut non seulement préciser le point, mais aussi préciser dans quelle base vous avez projeté. Donc là, je pense que vous voyez, vous faites un petit peu le lien avec ce qu'on a fait en cinématique. Hein, c'est les mêmes outils avec les mêmes propriétés. Alors, en parlant de propriétés, on va réfléchir à ce qui se passe maintenant si on a un système qui est soumis à plusieurs... Enfin, en gros, si on veut sommer plusieurs actions mécaniques. Par exemple, hein, imaginez que... alors là, je le fais de façon un peu formelle, on va faire un exemple juste après. Mais j'ai besoin de justifier ce résultat d'abord. Donc là, j'ai mon système sigma, et je suppose que sigma 1 applique un effort sur sigma, et que sigma 2 applique un effort aussi sur sigma. Donc du coup, je vais pouvoir définir deux torseurs d'action mécanique. Alors, je crois que... Alors, je vais le faire avec le formalisme des sigma. Du coup, je vais pouvoir définir donc, le torseur d'action mécanique de sigma 1 sur sigma. Donc là, on commence à avoir une notation un peu plus propre. C'est-à-dire que là, j'écris que c'est le torseur d'action mécanique, et je sais l'action mécanique, elle vient d'où, et elle s'applique sur quoi. Donc en général, c'est plutôt comme ça qu'on va l'écrire, et toujours avec cette flèche pour savoir qu'on s'intéresse à l'action mécanique de qui sur qui. Donc par définition, hein, ce torseur d'action mécanique, je peux l'écrire sous forme d'une résultante. Donc la résultante de sigma 1 sur sigma. Et le moment en un point considéré, par exemple le point A, de l'action mécanique de sigma 1 sur sigma. Voilà. En général, c'est à peu près comme ça qu'on le note. Avec des petites nuances parfois selon les exercices. Mais là, on a toutes les informations, on va en reparler. Ok. Alors de même, je peux aussi écrire, du coup je vais le copier pour pas m'embêter. De même, je peux aussi écrire donc le torseur d'action mécanique de cette fois-ci sigma 2 sur sigma. Et je peux l'écrire en A aussi. Encore une fois, je peux l'écrire en fait en n'importe quel point de l'espace grâce à la formule de Varignon. Donc, je suppose que je peux l'exprimer là, que je l'ai exprimé en A. Maintenant, je vais pouvoir, du coup, à partir de là, en déduire le torseur d'action mécanique de... Alors, ce qu'on appelle souvent sigma bar. Alors, sigma bar, ça veut dire le complément de sigma. C'est tout ce qui n'est pas sigma. Donc, c'est l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, sigma 1 et sigma 2. Donc, de sigma bar sur sigma, ça va être simplement égal
à la somme de mes deux torseurs. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai le droit de sommer ces deux torseurs? Alors oui, je vous entends au fond de la classe. Oui, on peut les sommer à deux conditions. Alors la première condition, c'est celle qu'on a déjà vue en cours de cinématique. On peut sommer des torseurs si on les a exprimés au même point. Petite remarque, là c'est ce que j'ai écrit, c'est la somme des sigma, la somme de mes torseurs, ça marche parce que j'ai tout exprimé au même point. Donc ça c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir. On peut sommer des torseurs si et seulement si on les exprime au même point, d'un point de vue vectoriel. Ça c'est ce qu'on avait déjà vu en cinématique. Alors le deuxième point à vérifier, il est trivial, mais vaut mieux le dire. On peut aussi sommer que des torseurs qui sont homogènes. En gros, ce que je suis en train de vous dire, vous amusez pas à essayer de sommer des torseurs d'action mécanique et des torseurs cinématiques. Ça n'a pas de sens. Puisque il faut sommer des choses qui sont comparables. Là, ma résultante, c'est homogène à des newtons. Là, mon moment est homogène à des newton-mètres. Si vous sommez ça avec un torseur cinématique, voilà. Des newton-mètres plus des mètres par seconde, je sais pas trop ce que ça fait, mais ça n'a pas grand sens physique. Ok. Donc tout ça pour dire... voilà, donc ça c'était comme quoi on peut sommer des torseurs tant qu'on les exprime au même point. Je profite du fait qu'on parle du torseur, d'avoir parlé vite fait du torseur cinématique en parallèle. Alors, je vais commencer à faire un gros warning là-dessus. D'expérience notamment d'école en deuxième année, vous avez parfois un peu tendance à mélanger les différents types de torseurs. Il va être extrêmement important que dans votre tête, ce soit très clair. Il y a les torseurs d'action mécanique, il y a les torseurs cinématiques, il y a des propriétés communes qui sont en fait les propriétés liées aux torseurs, et il y a des notations qui vont être différentes, etc. Il ne faudra pas notamment mélanger les notations. Sinon, vous allez très vite écrire des horreurs, et ça va assez mal se passer. Mais il y a quand même des points qui sont communs. Alors là, j'aimerais bien insister sur des points communs en termes de notation. Si je m'intéresse, par exemple, au mouvement cinématique au mouvement de 1 par rapport à 2, je peux déterminer le torseur cinématique de 1 par rapport à 2. Déjà, première remarque, quand j'écris sous forme torsorielle, vous pouvez noter que j'ai un peu les mêmes informations. Là, j'ai le mouvement de quoi par rapport à quoi, et là, j'ai l'action mécanique de quoi sur quoi. Mais on voit que dans ces deux torseurs, en tout cas, à chaque fois, il faut que je précise deux objets. Alors pour nous, ce sera souvent deux solides. Donc c'est l'action mécanique de quel solide sur quel solide, ou c'est le mouvement de quel solide par rapport à quel solide. Première remarque en termes de ressemblance. Alors deuxième remarque, donc si j'écris mon torseur cinématique, donc le vecteur qui est en haut, c'est le vecteur résultant. Il ne dépend pas du point. On note bien que dans ce vecteur-là, je n'ai pas du tout parlé du point A. Tout comme dans cette résultante de mon action mécanique de 1 sur 2, je n'ai pas du tout parlé du point A. Et on voit là encore qu'à chaque fois, il faut bien préciser que là, c'est le oméga de 1 par rapport à 2. Donc je retrouve bien les mêmes informations que dans mon torseur. Et ici, c'est la résultante de 1 sur 2. Je retrouve bien là encore les mêmes informations que dans mon torseur. Et enfin, pour le moment, donc pour le torseur cinématique, c'était la vitesse au point A appartenant à 1 par rapport à 2. Là, on aura le moment en A de l'action mécanique de 1 sur 2. Et là encore, vous pouvez noter qu'on a en fait le même type d'information. Il nous faut le point, et il nous faut retrouver les mêmes informations que dans la définition du torseur. Et enfin, bien sûr, comme pour tout torseur, très important, on rappelle le point en bas à droite. Voilà, c'est pour insister sur le fait que il y a beaucoup de choses qui vont un peu ressembler dans les notations parce que c'est les mêmes outils et donc on aura besoin du même type d'information. Mais attention, c'est important de faire les liens, mais c'est important de ne pas se mélanger les pinceaux. Tout comme quand vous traitez au pif les équadifs en maths, en SI et en physique, c'est important de comprendre les liens, ça vous aidera, mais de garder les notations de maths pour le cours de maths, de physique pour le cours de physique et de SI pour le cours de SI. Et de chimie pour le cours de chimie. Ok. Alors, maintenant, on va voir des torseurs particuliers. Alors là encore, on a pas mal de choses qu'on a déjà vues précédemment. Alors le premier dont j'ai oublié de parler dans le cours,
c'est notre fameux... Donc on va supposer qu'on s'intéresse toujours donc, au torseur d'action mécanique de ma pièce 1 sur ma pièce 2 par exemple. Et ça va être le torseur nul. Donc je vous rappelle, ça veut dire qu'en un point A, je peux écrire mon torseur sous cette forme-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au point A, localement, mon action mécanique, elle ne me donne pas spécialement envie de translater, et elle ne me donne pas non plus spécialement envie de tourner. Bon, en gros, mon action mécanique, elle ne me donne pas spécialement envie, tout court, parce qu'elle est nulle. Elle est, je ne vais pas dire inexistante, mais elle est nulle. Voilà, donc elle ne va pas spécialement jouer un rôle. Typiquement, sauf si vous êtes un Jedi, si vous ne touchez pas votre mur, a priori l'action mécanique de votre main sur le mur, elle est nulle. Bon, si vous êtes un Jedi, ça se discute. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Ok, maintenant on va reparler de deux autres torseurs particuliers, les glisseurs et les couples. Donc là encore, ça devrait normalement vous rappeler plein de choses de votre cours de cinématique. Alors, on va commencer par les torseurs d'action mécanique de type glisseur. Donc ça va correspondre à des actions mécaniques qui auraient tendance à déplacer le solide en translation. Tiens, on a déjà parlé de ça quasiment, on a parlé d'avoir tendance à mettre localement en translation. Si vous vous souvenez, c'était pour des actions mécaniques de type force. Bon, en fait, on peut démontrer, et on va le faire rapidement, qu'une force, d'un point de vue torsoriel, on va pouvoir le modéliser par un glisseur. Donc je vous rappelle, un glisseur, ça veut dire qu'il existe au moins un point où le moment est nul. Et la résultante est non nulle. Petite remarque en passant, s'il existe ce point, en pratique, il existe une droite, on en reparlera juste après. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Alors, je vous propose qu'on reprenne un exemple. Par exemple, on va reprendre la clé, pourquoi pas. Et on va raisonner sur la clé. Donc là, je m'intéresse au torseur d'action mécanique. On va s'intéresser au torseur d'action mécanique de la main sur la clé. Donc par définition, je sais que je vais avoir la résultante de l'action mécanique de la main sur la clé et le moment en un point que je vais réfléchir au point de l'action mécanique de la main sur la clé. Ok, et ça c'est en un point qu'il faut que je définisse. Alors là dans le sujet, des points j'en ai plusieurs. J'ai le point A, j'ai le point C, j'ai le point B et j'ai le point H. Ok. En particulier, j'ai le point B. Alors le point B il est sympa parce que c'est le point d'application de l'effort. Donc du coup je peux raisonner au point B. Pour commencer. Et en fait, ce cas-là, on l'a déjà traité précédemment sur la porte, quasiment. Alors, je vous rappelle, quand on a une action mécanique de type force, la résultante, c'est simplement le vecteur force. Donc là, je vais avoir F de M sur C. Ok. Et le moment, si je reprends la définition, donc vu que je veux le calculer en B, ça va être B, le point où je veux calculer le moment, B, le point où s'applique mon effort, vectoriel, donc F de M sur C. Et donc ça c'est au point B. Bon ce calcul il se fait quand même assez bien. BB c'est le vecteur nul. Donc du coup je vais trouver au final R M sur C vecteur nul. Et ça c'est au point B. Donc là ce qu'on vient de montrer c'est que quand on a une action mécanique de type force, si on exprime le torseur d'action mécanique au point d'application de la force, alors, on a un glisseur. On a de façon générique un glisseur, mais alors on a un moment nul. Donc là, on a trouvé pile poil un point où le moment s'annule. Donc ça, c'est un résultat de cours qui est important. Au niveau du point d'application d'une force, le moment de cette force est nul. Au passage, ça se redémontre assez rapidement. Alors on peut même un tout petit peu généraliser ce résultat, et je vous laisserai essayer de le démontrer, c'est pas très compliqué. En pratique, si je prends n'importe quel point, je me suis raté, si je prends n'importe quel point de la droite support de ma force, donc notamment le point H, alors on va avoir un moment nul. C'est pas très compliqué avec Varignon à démontrer. Je vous laisse essayer de le faire pour vous entraîner. Ok. Donc et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un torseur de type glisseur, en gros une force, c'est une action mécanique qui a tendance à mettre en translation notre système.
Ok, après on a le torseur couple. Alors le torseur couple, c'est un torseur cette fois-ci où la résultante est nulle et où le moment en un point donné, le point A, est non nul. Et cette fois-ci, c'est une action mécanique qui va avoir tendance à mettre en rotation. Alors déjà, première remarque de vocabulaire. Torseur couple, ok. On a déjà parlé de couple, notamment en cours de SLCI, quand on parlait par exemple du moteur à courant continu. Il y avait le couple moteur, le couple résistant. Et je vous avais dit déjà que c'était un couple, c'était une action mécanique qui donnait envie de tourner. Donc, bon là, c'est cohérent avec le vocabulaire des torseurs, hein. Le torseur couple, pour les actions mécaniques, ça va correspondre au torseur d'action mécanique qui va avoir tendance à mettre en rotation un système. On va le démontrer, on va essayer d'en créer un dans 15 secondes. Alors, je remets un gros warning par rapport à la cinématique. Si vous reprenez ce qu'on a fait en cinématique précédemment, on avait des torseurs glisseurs qui correspondaient en fait à des mouvements de rotation autour d'un axe. Et on avait des torseurs couples qui correspondaient par contre à des mouvements de translation. Donc il y a une espèce de dualité un peu bizarre, hein, puisque pour le torseur cinématique, le glisseur, ça correspond à un mouvement de rotation. Pour le torseur d'action mécanique transmissible, le glisseur, ça correspond à une action mécanique qui donne plutôt envie de translater. Donc c'est là qu'il faut commencer à pas trop se mélanger les pinceaux, hein, et faire un joli tableau de jolies fiches récapitulatives. Et de même, hein, le torseur couple, en cinématique, ça correspondait à un mouvement de translation, alors que pour les actions mécaniques, ça va correspondre à une action mécanique qui donne envie de tourner. Alors pour l'instant, ce qu'on a vu, hein, ce que vous connaissez comme action mécanique, c'est simplement les actions mécaniques de type force. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut créer, à partir d'actions mécaniques de type force, un torseur couple, une action mécanique de type couple. Alors pour ce faire, on va prendre un petit exemple, qui est donc ce super volant de Wii. Alors pourquoi j'ai pris un volant de Wii? Pour la simple et bonne raison que il y a assez peu d'actions mécaniques qui vont s'exercer dessus. Notamment, il n'est pas relié à un châssis ou que sais-je. Alors, on va supposer au passage, hein, que vous êtes dans la Station Spatiale Internationale et que vous faites en plus de la Wii en apesanteur, parce que c'est beaucoup plus rigolo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour jouer à Mario Kart dans ces conditions? Eh bien, en pratique, on va mettre une main, donc ceci est une main toujours, une main à gauche et une main à droite. Et donc ces deux mains vont me permettre de générer des efforts. Donc si je veux par exemple faire tourner mon volant, on va dire vers la gauche, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais transmettre un effort ici vers le haut, et à ce niveau-là, plutôt vers le bas. Alors quand je dis transmettre un effort, hein, là je m'intéresse au final à la force, ça représente la force, de ma main droite, que je vais appeler D pour aller plus vite, sur le volant. Et ça va correspondre à la force de ma main gauche sur le volant. Alors, je vais effacer mes magnifiques mains pour alléger un peu le problème. Et juste, on va poser un tout petit peu de paramétrage. Donc, on va supposer que le centre de mon volant, je l'appelle O. Le point qui est ici, je l'appelle A. Le point qui est ici, je l'appelle B. On va définir un repère X, Y, donc Z qui sort de la feuille, et on va supposer en termes de paramétrage qu'on a BO qui est égal à OA, qui est égal à quoi? À R porté par X. Voilà, le rayon de mon volant. Ok. Alors, du coup, moi là, ce qui m'intéresse au final, c'est ce que j'aimerais bien trouver, c'est le torseur d'action, peut-être écrire en noir, c'est le torseur d'action mécanique de mes mains au pluriel, que je vais appeler du coup peut-être gauche plus droite, sur le volant. Voilà, la question c'est que vaut ce torseur? Bon bah là le truc c'est que j'ai deux actions mécaniques qui s'exercent sur mon volant. J'ai l'action mécanique de ma main droite et j'ai l'action mécanique de ma main gauche. Donc du coup, je vais pouvoir sommer, comme on l'a vu précédemment, ces torseurs d'action mécanique. Donc je vais pouvoir dire que le torseur d'action mécanique... Alors, je ne vais pas m'embêter. Le torseur d'action mécanique de gauche plus... Oups. Le torseur d'action mécanique de gauche plus droite sur mon volant, ça va être égal... Hop.
Ok, on reprend. Ça va être égal au torseur d'action mécanique de ma main gauche sur le volant, plus le torseur d'action mécanique de ma main droite sur le volant. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à exprimer ces deux torseurs d'action mécanique. Alors ce qu'on fait assez naturellement au début, c'est qu'on exprime les torseurs en un point où ça nous semble facile. Encore une fois, un petit peu comme on faisait en cinématique. Petite parenthèse. Donc je vous propose, on va commencer par exemple, celui de la main gauche. Donc le torseur d'action mécanique de ma main gauche sur le volant. Alors là, c'est une action mécanique de type force. Donc je sais que si je du coup, ça va être un glisseur. Et si je l'exprime au niveau du point d'application de l'effort, donc au niveau du point B, je vais avoir un moment nul. Donc assez naturellement, je vais exprimer ce torseur au point B. Et donc je vais avoir F, G, V et ce moment nul. Ok. Ensuite, ça c'était pour le premier. Et on va avoir donc le torseur d'action mécanique, cette fois-ci de ma main droite sur le volant, qui va être égal avec le même raisonnement. Donc si je l'exprime cette fois-ci au niveau du point d'application de l'action de ma force de ma main droite sur le volant, donc au point A, je vais avoir un moment nul. Donc ça c'est en A. Et cette fois-ci, donc ma force qui vaut F de D sur V. Ok. Est-ce que j'ai le droit de sommer ces deux torseurs? Alors oui, de façon générique, mais là, attention, pour l'instant, ils sont pas exprimés au même point. Bon, alors là, dans mon paramétrage, j'ai défini 3 points. Le point A, le point B et le point O. Donc j'ai le choix. Je peux soit calculer le torseur d'action mécanique au niveau du point... les torseurs au point A, tous les torseurs au point B ou tous les torseurs au point O. Alors petite remarque, il y a un cas qui a l'air d'être moins malin que les autres. Ça serait d'exprimer tous les torseurs au point O. Pourquoi? Parce que si j'exprime tous les torseurs au point O, en fait je vais devoir appliquer 2 fois varignon, une fois pour ce torseur et une fois pour celui-là. Alors que si je fais mon calcul au point A ou au point B, je fais qu'une fois varignon. Et vous me connaissez, je suis un peu feignant quand il s'agit de faire du calcul en méca. Et je vous encourage à l'être. Plus de réflexion, moins de calcul. Ça fera plus de points. Enfin, moins d'erreurs du coup et plus de points. Donc je vous propose par exemple qu'on exprime tous les torseurs au point B. Bon, du coup, pour celui-là, c'est fait. Et il va falloir que j'exprime le torseur donc, de l'action mécanique de ma main droite sur le volant au point B. Donc si je l'exprime au point B, pour la résultante, ça ne va rien changer. Elle est indépendante du point. Donc j'ai toujours mon vecteur force donc de ma main droite sur le volant. Mais par contre, là, je vais avoir le moment en A de l'action mécanique de ma main droite sur le volant. En B. Puisque là, je m'intéresse justement à l'expression de mon torseur en B. Donc avec, et là je vais faire un petit varignon pour trouver l'expression de l'action mécanique du moment en B de l'action mécanique de ma main droite sur le volant. Donc, est-ce qu'il y a un point dont je connais le moment? Oui, le point A. Donc je vais passer par le moment en A de l'action mécanique de ma main droite sur le volant, plus BA, vectoriel la résultante, c'est-à-dire l'effort de ma main droite sur le volant. Donc le moment A, il est nul. BA, ça vaut BO plus OA, donc 2RX. Jean-Michel, on en parlera après. Plus 2R porté par X. Vectoriel mon effort. Alors là, je ne l'ai pas encore paramétré. Je vais supposer que cet effort-là, il va être égal à ce que je vais appeler FDY. Et que cet effort-là, ça sera du FG pour gauche. Ça va être du moins FG. Oh non. Ouais, si. Moins FGY. En termes de paramétrage. Donc du coup, vectoriel FD porté par Y, ce qui va me faire au final du 2R, 2R FD, excusez-moi, X vectoriel Y, ça fait Z. Tiens, donc là on voit au passage qu'on fait apparaître un moment. Intéressant. Par contre j'ai pris un peu trop de place, donc je vais
15 secondes, je déplace mon cher Jean-Michel sur sa chaise à la page d'après. Vous pouvez noter mes talents artistiques au passage. Donc ça c'est bon, on a fait le calcul du moment en B. Donc du coup maintenant on va pouvoir sommer nos torseurs. Donc on peut en déduire que le torseur d'action mécanique de ma main gauche plus ma main droite sur mon volant, ça va être égal à... Donc le premier, le torseur d'action mécanique de gauche sur le volant, c'était simplement FG sur le volant porté par rien du tout, je l'avais écrit comme ça. Donc ça c'est au point B, plus donc le torseur au point B donc de l'action mécanique de ma main droite sur le volant. Donc là je vais avoir du FD sur V pour la résultante, et le moment en B de ma main droite sur le volant. Donc là encore c'est au point B. Ok, alors maintenant je vais mener ce calcul et puis je vais remplacer au passage par le paramétrage. Donc FGV, la force de ma main gauche sur le volant, on l'avait noté moins FG porté par Y. Hein. Là, je reprends juste les notations, ce que j'ai écrit ici. Et du coup, de même, je vais prendre ce qui est noté là. Donc ça, vecteur nul, au point B, plus donc FD. Alors je surdétaille un peu le calcul, hein, mais je préfère que ça soit bien clair pour tout le monde. Voilà, donc maintenant je peux sommer tout ça. Et je vais trouver donc FD moins FG porté par Y. Et donc ça c'est pour la résultante. Et pour le moment, je vais trouver 2R FDZ. Ok, alors la petite remarque, hein, moi ce que j'ai trouvé, c'est pas un torseur couple, puisque ma résultante est non nulle. Bon, sauf que quand vous essayez en fait de faire tourner votre volant, si vous avez FG et FD qui sont différents en valeur absolue, non seulement vous allez faire tourner votre volant de oui, mais en plus vous allez le faire translater vers le haut et vers le bas. Alors ce qui peut arriver hein, si vous êtes un petit peu énervé en conduisant sur votre jeu, mais en général quand on veut faire tourner le volant, on n'a pas besoin de le faire translater en même temps. Donc si on suppose que FD est égal à FG, des normes partout hein, pour pas trop m'embêter, au final, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que le torseur d'action mécanique de mes deux mains, donc gauche plus droite, sur le volant, c'est égal à une résultante nulle et 2R FDZ. Ah bah tiens, là on vient de bien de trouver un torseur couple. Donc voilà, on peut créer un torseur d'action mécanique de type couple simplement à partir de deux forces, si elles ont le bon goût en fait d'avoir la même norme, la même direction, des sens opposés, et de ne pas passer par... en gros, de ne pas avoir la même droite support. Petite remarque bonus au passage, pendant que j'y pense. Je vous rappelle hein, qu'un torseur couple a exactement la même expression dans tous les points de l'espace. Donc ça, par exemple, je peux l'écrire directement au point O. On avait vu ça en cinématique, hein, encore une fois, je vous renvoie à votre cours de cinématique, et ça se démontre de façon assez triviale avec Varignon, puisque j'ai le moment en O, qui est égal au moment en B, plus OB qui est non nul, vectoriel la résultante qui, elle, est nulle. Donc naturellement, j'ai bien trouvé la même expression de torseur en tous les points de l'espace. Petite remarque en passant. Ok, et donc voilà, là je pense que vous sentez bien hein, que ce torseur couple, il vous donne envie à votre volant de tourner. Ok, donc ça c'était pour bien essayer de vous faire sentir ce qu'était un torseur couple et comment est-ce qu'on peut en construire un. De mémoire, j'ai donné un autre exemple dans le poly, ce qui ressemble quand même beaucoup, un petit peu plus mécano. Alors, une autre notion dont on reparlera un petit peu plus tard, qu'on a croisée, c'est un peu sans le dire, en cinématique aussi, c'est la notion d'axe central de torseur. Alors, un axe central de torseur, c'est des points de l'espace où le moment va être collinéaire à la résultante. Alors, on va commencer par le glisseur, juste au passage, hein, parce que c'est un cas hyper facile. Je vous laisse vous convaincre que
pour un glisseur, il y a deux types de points. Alors là, encore une fois, pour ceux que ça amuse, vous pouvez essayer de démontrer tous ces résultats, hein, c'est pas très compliqué. Je me demande même si c'est pas fait dans le cours, mais bon, les démos, etc., m'intéressent pas spécialement. Mais juste, c'est pour essayer de vous faire un peu sentir les trucs. Pour un torseur glisseur, il y a deux types de points. Soit les points qui appartiennent à l'axe central pour lequel le moment va être nul, et le vecteur nul est bien collinéaire au vecteur résultant, donc là, clairement, on vérifie la définition que j'ai donnée ci-dessous, hein. Soit les autres points, et dans les autres points, quand vous allez faire votre formule de Varignon, vu que vous avez un produit vectoriel avec la résultante, vous aurez nécessairement un résultat qui ne sera pas collinéaire à la résultante. Donc en fait, pour un glisseur, l'axe central, c'est simplement l'ensemble des points où le moment est nul. Or, pour un torseur couple, ça n'a pas vraiment de sens, d'où le s'il existe, de parler d'axe central, puisqu'en fait, pour tous les points de l'espace, on a cette propriété, vu que le vecteur nul, hein, qui cette fois-ci en résultante, est bien collinéaire à n'importe quel vecteur. Et après, par contre, si vous créez un torseur quelconque, ben, vous pouvez montrer qu'il existe une droite où on a cette propriété. C'est ce qu'on appelle l'axe central du torseur. Petite remarque bonus, hein, vous pouvez essayer de le démontrer pareil pour vous amuser à faire du Varignon, d'un point de vue un peu formel. On peut aussi mettre en évidence que l'axe central du torseur, c'est l'ensemble des points où la norme du moment est minimale. Voilà, c'est l'ensemble des points où les moments sont minimaux dans le torseur, en norme. Bon. Encore une fois, ça c'est petit à petit, hein, au fur et à mesure, quand on en aura besoin, on verra des propriétés comme ça sur les torseurs. J'attends qu'on en ait besoin en exercice pour vraiment en reparler un peu plus dans le détail en termes d'application. Pour l'instant, c'est un peu formel comme cours, on dirait presque un cours de maths. Bon, tout est relatif. Hein. Ok, alors maintenant on va parler un petit peu d'équilibre des systèmes de solides. Donc là on va refaire un petit peu plus de physique à proprement parler. Alors, équilibre d'un système matériel. Un système matériel est en équilibre par rapport à un référentiel galiléen si chaque point de ce système conserve une position fixe dans ce référentiel à chaque instant ou au cours du temps. Ok, donc là il y a plusieurs points qu'il va falloir expliciter. C'est quoi un système matériel pour nous? C'est quoi un référentiel galiléen? Et je pense que le reste, c'est des notions qu'on a déjà en bonne partie vues. Alors même système matériel, on l'a quand même déjà pas mal étudié. Alors on va commencer par référentiel galiléen. Alors, il y a deux définitions, enfin, on va commencer par une définition un peu théorique et une définition un peu plus pratique. La définition un peu théorique, c'est un référentiel dans lequel on vérifie ce qu'on appelle le principe d'inertie. Votre fameuse première loi de Newton. Ça veut dire qu'un système qui est soumis à aucune action mécanique ou des actions mécaniques qui se compensent, mais on va dire qu'on ne traite pas trop ce cas parce qu'on tourne, sinon on fait un peu une tautologie. En tout cas, on va supposer qu'il est soumis à aucune action mécanique. Donc ce système a un mouvement de translation rectiligne uniforme. Petite remarque, hein, je pense par rapport à votre cours de physique, peut-être que vous disiez mouvement rectiligne uniforme. Attention, hein, que je renvoie à votre cours de cinématique. On va être plus précis que ça, on va parler de translation. Est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement des mouvements de rotation ou d'autres choses? Donc bon, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit. Ok, donc ça c'est une définition un petit peu générique. En pratique, un référentiel galiléen, ça n'existe pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est très 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 difficile d'en trouver entre guillemets un vrai. Donc, beaucoup de référentiels seront supposés galiléens. C'est une question d'échelle de temps, de distance, etc. Typiquement, selon ce qu'on étudie, le référentiel terrestre sera supposé galiléen. Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on étudie. Si on s'intéresse au lancement d'une fusée, clairement non, le référentiel terrestre, il ne sera pas galiléen. Par exemple. Un autre point intéressant, c'est que n'importe quel référentiel qui est lui-même en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen. Alors ça c'est sympa parce que par exemple, hein, pour parler d'un exercice qu'on va traiter dans approximativement pour vous 10 minutes, si on s'intéresse au vol d'un avion en croisière, donc si on suppose que notre avion il vole à altitude constante, on suppose la Terre plate sur en tout cas l'échelle de temps et de distance qui nous intéresse,
on va avoir en fait un vol qui peut être supposé comme étant rectiligne, enfin un mouvement de translation rectiligne uniforme. Et du coup, le référentiel associé à l'avion peut être supposé galiléen. Encore une fois, comme pour tout le reste, tout ce qu'on fait là, c'est de la modélisation, donc c'est faux. Il faut juste être conscient des hypothèses de modélisation qui sont cachées derrière et savoir les remettre en doute en fonction du cas d'étude. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler pour nous les systèmes matériels ? Pour nous, ça va être principalement des ensembles de solides qui vont être reliés entre eux, qui vont être en liaison. Donc ce qu'on a appelé dans le cours de la séquence 4 et de la séquence 6 des mécanismes. Mais de façon plus générique, une bonne partie du cours qu'on va voir pourrait même s'appliquer à des morceaux de solides, voire même, pour certains aspects, à des solides déformables, voire même à des fluides. Bon, pas tout, mais une partie du cours, en tout cas, va pouvoir s'appliquer à ces cas-là. Donc en tout cas, ce qui va être très important, c'est de définir très proprement ce système matériel. Donc, on va s'intéresser à quoi précisément et sous l'action de quels autres systèmes autour. Donc il va falloir définir vraiment ce qu'on isole comme système matériel, et pour ce faire, définir très proprement la notion de frontière d'un système. Alors l'idée, toujours, c'est qu'on va commencer tout exercice de mécanique de statique, donc de système soumis à des actions mécaniques qui ne bougent pas, c'est ce qui va nous intéresser pour l'instant. Quasiment tous les exercices vont commencer par un « on isole quelque chose ». Donc il va falloir réfléchir à qu'est-ce que vous allez isoler, en gros sur quel système matériel vous allez travailler. Et ce qui est très très important à comprendre, c'est qu'il va falloir réussir à délimiter très proprement la frontière de ce que vous allez isoler. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir isoler tout et n'importe quoi. On va en reparler. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent, tout ce qu'on n'a pas isolé, de façon un peu formelle, on le note sigma bar, et c'est le milieu extérieur par rapport à notre système. Donc après, partant de là, on peut quasiment tout isoler en théorie. En pratique, il faut faire un petit peu attention. Alors, du coup, là, je vais reprendre mon ami Jean-Michel. Hop, là, je fais n'importe quoi. Ok. Donc, je vous propose un petit TP. Donc, je présume que vous regardez votre cours. Que vous regardez votre cours sur une chaise et que votre chaise, a priori, elle est posée sur le sol. Ok. Donc là, assez intuitivement, on a, on va dire, a priori, trois solides. Je vais supposer que vous ne bougez pas trop sur votre chaise. Donc il y a mon Jean-Michel là sur la chaise et le sol. Du coup, partant de là, je peux choisir d'isoler un peu ce que je veux a priori. Par exemple, je peux choisir d'isoler Jean-Michel. Alors, j'entoure en violet ce que j'isole. Et du coup, là, je peux isoler assez proprement Jean-Michel. Alors, je colle pas spécialement bien à Jean-Michel, mais de façon, on va dire, si je dessine un peu mieux, je pourrais vraiment coller Jean-Michel. Et donc là, j'ai une frontière qui est hyper claire. Je sais où est Jean-Michel, je sais où est le monde extérieur à Jean-Michel. Et du coup, je peux vous regarder des actions mécaniques exercées, notamment par l'extérieur sur Jean-Michel. Donc là, je vois qu'il y a une action mécanique, a priori, de la chaise sur Jean-Michel. Par contre, je vois que Jean-Michel, il a les jambes un peu courtes et il touche pas le sol. Donc il n'y a pas d'action mécanique du sol sur Jean-Michel. Par contre, il y a une action mécanique de la terre sur Jean-Michel, la pesanteur. Voilà, donc là, j'ai bien isolé Jean-Michel. Je peux faire pareil et je peux isoler la chaise, excusez-moi. Donc voilà, donc je vais bien entourer ma chaise. Hop, je le fais un peu vite. Voilà, et donc là, ma chaise, elle est soumise là encore à plusieurs actions mécaniques. L'action mécanique du sol, cette fois, au niveau des pieds. L'action mécanique de la terre avec son propre poids. Mais aussi l'action mécanique de Jean-Michel sur la chaise. Encore une fois, c'est toutes les actions mécaniques de sigma bar. En gros, tout ce que j'ai pas entouré en violet, c'est sigma bar. Ok, petite remarque, rien ne m'empêche d'entourer plusieurs choses à la fois. Je peux entourer la chaise et Jean-Michel. Voilà, donc là je peux avoir un sigma un peu plus... qui n'est pas juste un solide, je peux avoir un ensemble de solides. Et auquel cas, j'ai l'action mécanique donc du sol sur la chaise, l'action mécanique... Alors là je m'intéresse toujours aux actions mécaniques, on va dire, de sigma bar sur sigma pour l'instant. Alors pourquoi
parce que le cours de la semaine prochaine. Mais globalement, on va toujours s'intéresser aux actions mécaniques extérieures sur un système. Donc, j'ai l'action mécanique, je disais, du sol sur la chaise. Du coup, l'action mécanique, on va dire, de Jean-Michel sur la chaise, elle m'intéresse pas trop, parce que c'est pas une action de sigma bar sur sigma, vu que Jean-Michel et la chaise sont tous les deux dans sigma. Mais par contre, j'ai la pesanteur sur la chaise et j'ai la pesanteur sur Jean-Michel. Voilà. Ok, maintenant une petite question bonus. Est-ce que je peux isoler le sol? Alors je vous laisse réfléchir 15 secondes. Alors d'un point de vue un petit peu formel, j'ai le droit d'entourer ce que je veux. Donc je pourrais entourer, là ce que j'ai dessiné, hein, ce morceau de sol. Et là, je vois assez bien les actions mécaniques de la chaise sur le sol, ça c'est pas un souci. C'est à peu près tout, puisque Jean-Michel il touche pas le sol au passage. Après, potentiellement, je devrais aussi avoir la pesanteur sur le sol, sans doute. Mais là, est-ce que vous voyez le souci? Le souci, c'est qu'il y a probablement plein d'actions mécaniques du reste du sol que j'ai pas isolé. Le problème, là, c'est que la frontière du sol, avec ce qu'il y a en dessous, notamment, et ce qu'il y a sur les côtés, le trait là que j'ai représenté ici, je sais pas trop ce qu'il représente en fait. Là, la frontière elle est pas bien définie. Autant je pouvais vraiment entourer la chaise, autant je pouvais vraiment entourer Jean-Michel, autant entourer le sol c'est un peu plus compliqué. Est-ce que le sol, c'est le sol de votre pièce? Est-ce que le sol c'est le sol de votre appartement ou maison? Est-ce que au final ça va jusqu'aux fondations? Et est-ce que en fait vous et moi on est sur le même sol? Et du coup il faudrait isoler tout ça. Voilà, vous voyez que là on a un problème à définir proprement l'isolement, puisqu'on a du mal à définir la frontière du sol. Le sol, c'est quoi? Si on reprend un petit peu plus des notations, si on reprend un petit peu plus des notations de séquence 4 ou de séquence 6, pour vous aider d'ailleurs, petite remarque, j'avais fait des hachures, le sol, c'est ce qu'on va appeler de façon générique le bâti. Et la règle que vous pouvez retenir, que j'ai essayé de vous justifier là, c'est qu'on ne va jamais, au grand jamais, isoler le bâti. Voilà, c'est une règle, on va dire, absolue. Pourquoi? Justement parce qu'on n'est pas capable de définir proprement la frontière entre ce qu'on a isolé et le milieu extérieur. Ça, on ne sait pas faire avec le bâti. Puisque par définition, le bâti, c'est un peu tout le reste. Ok, alors partant de là, alors ça j'en ai un petit peu parlé sur mon exemple avec Jean-Michel, partant de là... Ok. Si on s'intéresse... Alors, ce que j'appelle AME, c'est action mécanique extérieure. Si on s'intéresse aux actions mécaniques extérieures sur Sigma, on peut avoir donc plusieurs systèmes qui sont alors soit en contact, soit en action à distance avec Sigma. Donc là, typiquement, si je reprends, je vais peut-être le mettre à côté, si je reprends mon copain Jean-Michel, ok, quand j'avais isolé la chaise, j'avais typiquement Jean-Michel et le sol et la terre. Donc là, j'ai plusieurs systèmes extérieurs qui vont exercer des actions mécaniques sur mon système Sigma. Donc dans cette configuration, je peux sommer les actions mécaniques, les torseurs d'actions mécaniques. Petite remarque, c'est aussi ce qu'on avait fait pour le volant de Wii, puisque on avait donc sommé l'action mécanique de la main gauche sur le volant et l'action mécanique de la main droite sur le volant. Donc là, c'est typiquement le cas où Sigma, ici, on va dire que Sigma, c'est Jean-Michel. Voilà, et donc Sigma, ça serait... non, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Donc là, Sigma, c'est la chaise. Ok. Avec par exemple Sigma 1 qui serait Jean-Mi, et Sigma 2 qui serait le sol. Ok. Après, on peut avoir, du coup, comme je vous l'ai représenté quand j'ai isolé la chaise et Jean-Michel, je peux donc isoler un système qui est composé de plusieurs composants, de plusieurs solides, de un peu ce que je veux, tant que c'est pas le bâti. Et du coup, l'action mécanique de l'extérieur sur mon sigma, donc la sigma c'est sigma 1 plus sigma 2, on va dire, ça va être la somme de l'action mécanique de l'extérieur sur sigma 1 plus de l'action mécanique de l'extérieur, donc de sigma bar sur sigma 2. Typiquement, là c'était le cas quand j'avais
isoler par exemple la chaise et Jean-Michel, ben, j'avais l'action mécanique du sol sur la chaise, plus l'action mécanique de la Terre sur Jean-Michel et l'action mécanique de la Terre sur la chaise, qui correspond à la pesanteur. Voilà, donc on va dire un petit peu tous les cas sont possibles à ce niveau-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va isoler, donc la première étape, c'est de choisir ce qu'on isole, et la deuxième étape, dès qu'on a choisi ce qu'on a isolé, il va falloir recenser l'ensemble des actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur le système. Pour rappel, ces actions mécaniques, elles sont de deux types. Elles sont soit de contact, soit à distance. Donc là typiquement, quand j'isolais la chaise, en action mécanique de contact, j'avais l'action mécanique de Jean-Michel sur la chaise et l'action mécanique du sol sur la chaise. Et en action mécanique à distance, j'avais, on va dire, l'action mécanique de pesanteur sur la chaise. Voilà, donc quoi qu'il en soit, il faudra toujours recenser ces actions mécaniques. Ça apporte un petit nom. C'est ce qu'on appelle, alors il y a l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Souvent, moi je vais le noter YAM pour aller plus vite. Il y a une autre façon de le voir dans pas mal de bouquins. Plutôt qu'inventaire, on parle de bilan. Voilà, après c'est la même chose. Et du coup, on le note BAM. Personnellement, d'un point de vue sémantique, je préfère le terme d'inventaire au terme de bilan. Bon, mais franchement, c'est pas... Vous pouvez voir marqué bilan dans les sujets de concours. C'est vraiment une question un petit peu sémantique. Donc, inventaire des actions mécaniques extérieures, et j'insiste, le extérieur est super important. Mais pour parler d'actions mécaniques extérieures, il faut avoir proprement défini la frontière de ce qu'on isole. Ok, et on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. On parlera des liaisons la prochaine fois. Donc, cours un petit peu dense avec plein de nouveaux concepts. Donc, prenez le temps de bien lire le poly, de bien regarder la vidéo une fois, voire même 2 fois. Et du coup, de traiter, là, ce qu'on va faire maintenant, le TD1 du poly. Donc, je vous dis à tout de suite.